Dans un livre qu'il a publié en 1972, qui s'intitule « Néofascisme et idéologie du désir », Kluskar explique que, contrairement à une idée répandue, mai 68 n'a pas constitué un mouvement de contestation de l'ordre établi, de contestation de l'ordre capitaliste, mais qu'il a au contraire été l'occasion d'une mutation du capitalisme, de sa forme traditionnelle et autoritaire à sa forme libertaire et permissive. Alors, mai 68, ça fait partie des sujets clivants. Donc pour certains, mai 68, c'était un mouvement très positif. Un mouvement qui a permis de moderniser la société et de la libérer du poids des traditions. Pour d'autres, mai 68, c'est le début de l'anarchie. De l'anarchie au sens péjoratif, au sens de désordre. Mai 68, c'est la destruction des normes, la victoire du sexe, la victoire de la transgression. Mais dans un cas comme dans l'autre, on ne parle que de la dimension sociétale de mai 68, et pas de sa dimension sociale. Et ça, c'est révélateur. Mai 68, ça a été la plus grande grève ouvrière de l'histoire de France. 10 millions d'ouvriers dans la rue. C'est pas rien. Pourtant, quand on parle de mai 68, on parle rarement de la grève des ouvriers. On parle de la libéralisation sexuelle. On parle d'il est interdit d'interdire. Un slogan, du reste, éminemment libéral. Bref, on parle du mai 68 étudiant. Pas du mai 68 ouvrier. Le mai 68 étudiant, représenté par la figure de Daniel Cohn-Bendit, et d'ailleurs ce qui est extraordinaire, c'est que Daniel Cohn-Bendit déclara lui-même en 1999 « Je suis un libéral libertaire ». Alors même que Kluskar avait écrit dès 1972 que mai 68 avait représenté l'avènement en France du libéralisme libertaire. Kluskar prophétique. Kluskar qui avait compris dès 1972 que le devenir naturel du capitalisme, c'était le libertarisme. Que le devenir naturel du capitalisme, c'était l'idéologie du désir et de la transgression. Parce que, sans idéologie de la transgression, pas de nouveau marché du désir. L'ancien capitalisme, on l'a vu tout à l'heure, était fondé sur les notions d'effort, de travail et de discipline. Ça n'a rien d'étonnant. Ça n'a rien d'étonnant parce qu'historiquement, le capitalisme repose sur l'éthique du protestantisme. Je vous renvoie à l'ouvrage fondateur de Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, dans lequel Weber montre bien qu'il y a dans la culture protestante une éthique du travail et de l'enrichissement. Dans le protestantisme, l'enrichissement matériel, ce n'est pas un objet de honte. C'est au contraire un signe de grâce. Et la répugnance à l'effort est un signe d'absence de grâce. Dieu veut que nous soyons heureux sur terre, et le bonheur sur terre, ça passe aussi par l'enrichissement. C'est la grande différence entre la vision protestante de l'enrichissement et la vision catholique de l'enrichissement. Dans la vision catholique, s'enrichir, c'est alourdir son âme. C'est alourdir son péché. Parce que les premiers seront les derniers. Parce que les mieux pourvus ici-bas seront les moins pourvus dans l'au-delà. Le catholicisme n'est pas culturellement adapté au capitalisme. Le protestantisme l'est. Donc, sans rentrer dans les détails, ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'au milieu du XXe siècle, le capitalisme fonctionne encore
sur le principe de la répression pulsionnelle et de la prohibition morale. Et après mai 68, ce principe se renverse. Ce n'est plus la répression qui est encouragée, c'est la dispersion. Ce n'est plus l'utilité de la marchandise qui est recherchée, c'est sa capacité à procurer de la jouissance et à signifier son appartenance sociale. Ben oui, parce que quand on dépense tout son argent dans des futilités, l'information sociologique qu'on renvoie, c'est qu'on est riche. C'est qu'on n'a pas besoin de se priver ou de faire attention. Donc la bourgeoisie ne se caractérisera plus par sa sobriété, elle se caractérisera par sa frivolité. Le frivole est très sérieux, nous dit Kluskar. Parce que le frivole signifie quelque chose de très sérieux. Il signifie une appartenance aux classes privilégiées. Et mai 68, c'est le moment où le capitalisme intègre la frivolité comme sa nouvelle composante essentielle. On l'a dit tout à l'heure, ce qui a conduit le capitalisme à passer de sa forme ancienne à sa forme nouvelle, ce qui l'a conduit à passer d'une éthique de l'effort à une éthique du désir, c'est le fait que le capitalisme d'autrefois était un capitalisme de la production, tandis que le capitalisme nouveau est un capitalisme de la consommation. Auparavant, on produisait pour satisfaire ses besoins. Dorénavant, on consomme pour satisfaire ses désirs. Et autant le producteur doit se plier à une éthique répressive, autant le consommateur doit se libérer dans une pratique permissive. On n'incite pas à consommer par une éthique de la modération. On incite à consommer par une éthique de la séduction, par la mobilisation des passions. La publicité est la meilleure illustration de cette nouvelle éthique du capitalisme. On vend du rêve. Je vous invite à aller voir le face-à-face télévisuel qui a eu lieu sur le plateau de l'émission Apostrophe entre Michel Kluskar et Jacques Séguéla. C'était en 1982. Et à l'occasion de ce face-à-face, Kluskar a bien mis en évidence que le discours du publicitaire, c'était en réalité le discours du sophiste, de celui qui persuade indépendamment de la vérité, de celui qui persuade par la séduction. Alors qu'il était en train d'analyser le rôle du publicitaire dans la société capitaliste nouvelle, Kluskar s'est vu reprocher par Jacques Séguéla de prôner une vision totalitaire de la société. Parce qu'il osait remettre en cause l'idéologie du désir comme levier du capitalisme marchand. C'est ça, le tour de force du libéralisme libertaire. Faire passer toute critique de l'idéologie capitaliste pour une critique de la liberté. La publicité vend de l'imaginaire. Elle vend du symbole, c'est-à-dire du futile. Et elle fait passer le futile pour une valeur première. Étymologiquement, futile, ça veut dire ce qui fuit, ce qui laisse échapper ce qu'il contient. Quelle meilleure métaphore du désir. On pense évidemment ici au tonneau des Danaïdes, le fameux tonneau percé. Ce tonneau percé qui représente allégoriquement le désir humain. La futilité, c'est la forme du vide. Et ce que dit Kluskar face à Jacques Séguéla, c'est qu'il est le représentant du vide devenu un marché. Substituer le désir au besoin, c'est donner au marché une étendue maximale. On avait parlé dans un précédent épisode d'Edward Bernays.
celui qui a voulu ouvrir le marché du tabac aux femmes, et qui pour ça a eu l'idée de faire de la cigarette un instrument symbolique d'émancipation. Une femme qui fumait ne fumait pas. Elle se libérait de la domination masculine. Elle se libérait du poids des traditions. De cette tradition qui l'a dissuadée de succomber à ses désirs et donc de devenir une cible du marché. Kluskar ne dit pas que la tradition est une bonne chose, mais il constate que le néo-capitalisme a besoin de détruire la tradition. On en revient à ce que disait Marx sur le caractère révolutionnaire du capitalisme. Marx nous disait « Le capitalisme ne peut se développer qu'à condition de bouleverser constamment tous les rapports sociaux. » Je vais vous lire un extrait de la présentation du livre Néofascisme et idéologie du désir. C'est Aymeric Monville qui écrit. Aymeric Monville, c'est l'éditeur actuel des œuvres de Kluskar aux éditions Delga. Et il écrit, je cite, « Derrière cette revanche de l'individuel contre le collectif, il faut voir la main du pouvoir économique et de l'OTAN. La bourgeoisie a voulu s'emparer de la lutte révolutionnaire à travers un renversement simple. Les nouvelles luttes sociétales doivent remplacer les luttes sociales. Ce qui revient, comme on s'en aperçoit aujourd'hui, à mettre la charrue avant les bœufs. La libération des individus est conditionnée par le mouvement social. De fait, un curieux troc s'opère. La bourgeoisie lâche du lest sur le terrain des mœurs en échange de la libéralisation économique. Coup de génie des médias bourgeois, qui confondent la dynamique révolutionnaire de mai 1968 et l'idéologie 68arde, alors que la seconde apparaît comme la contre-révolution de la première. Contre-révolution d'ailleurs réussie. Les étudiants, comme prévu, ont été amenés à diriger le pays. Le mouvement ouvrier a été réprimé, conspué par les médias, privé de ses organisations historiques. Les travailleurs ont été exploités, licenciés, délocalisés. La social-démocratie libertaire a triomphé. Et donc je disais au début de cet épisode que si la pensée libertaire était devenue le moteur du néo-capitalisme, c'était pour des raisons dialectiques. Et là j'aimerais expliquer brièvement ce que ça veut dire pour des raisons dialectiques. Pour des raisons dialectiques, ça veut dire pour des raisons liées à l'évolution de l'économie et aux transformations du marché. Et c'est très important de comprendre ça parce que, bien souvent, quand on critique le libéralisme libertaire, les libertaires anticapitalistes pensent que c'est à eux qu'on s'en prend. Ils pensent que c'est une manœuvre détournée pour, disons-le vite, critiquer la gauche en se faisant passer pour des anticapitalistes. Il y a même un mot qui a été forgé pour décrire ça, ça s'appelle le confusionnisme. Le confusionnisme, ce serait la tentative de promouvoir un discours réactionnaire tout en se faisant passer pour anticapitaliste. Et c'est là qu'il faut être absolument clair. Ceux qui voient les choses ainsi ne comprennent pas le concept de dialectique. Ils ne comprennent pas que l'histoire est dialectique, que l'économie est dialectique, et que, par conséquent, les idées politiques et les théories critiques sont aussi dialectiques. Lorsque le capitalisme s'appuyait sur une idéologie traditionnaliste et répressive, il était logique et cohérent de critiquer cette idéologie traditionnaliste et répressive en tant que composante du système capitaliste. Mais dès lors que le capitalisme ne s'appuie plus sur cette idéologie traditionnaliste et répressive, dès lors que désormais, il s'appuie sur une idéologie libertaire et permissive, il est nécessaire de le dire. Parce que sinon, on combat un système sans combattre ce qui le rend possible. On combat un système sans comprendre ce qui le fait fonctionner. Sans comprendre ses rouages, ses mécanismes. C'est de la posture. Seulement de la posture. Il ne suffit pas de dire que le capitalisme est un système basé sur la prohibition morale
pour que ce soit le cas. Or le problème, c'est que l'anticapitalisme libertaire n'a toujours pas fait sa mise à jour. Et que ceux qui ont fait la mise à jour sont taxés de confusionnisme par ceux qui ne l'ont pas faite. Ça marche pas. Quand le capitalisme n'était pas mondialisé, mais étatique, c'était anticapitaliste de s'opposer à la nation. Quand le capitalisme n'était pas libertaire, mais réactionnaire, c'était anticapitaliste de s'opposer à la tradition. Quand le capitalisme n'était pas permissif, mais prohibitif, c'était anticapitaliste de s'opposer à la morale. Mais le capitalisme est devenu libertaire. Parce que pour imposer ces nouveaux marchés du divertissement, il a eu besoin d'individus soumis à l'idéologie du désir. Il a eu besoin de consommateurs, de dépenseurs, c'est-à-dire d'une population qui s'aliène par le désir, qui s'abandonne à la pulsion pour mieux s'abandonner à la marchandise.